Ah tiens, bien le bonjour à tous, je vous attendais. Je savais que vous alliez venir me voir. Vu l'indice que je vous ai laissé à la dernière vidéo, est-ce que vous avez trouvé le film dont je vous parlais? La rencontre entre un écrivain de génie et un réalisateur très engagé politiquement sur les films d'horreur. Ça ne pouvait donner qu'un film de fou furieux et un film juste génial. La rencontre de deux grandes pointures, c'était Creepshow et je vous en parle juste après ça. Générique. J'ai découvert la vidéo Creepshow tout simplement en voyant la bande-annonce que j'avais vue sur une ancienne cassette VHS que j'avais louée dans le vidéoclub où travaillait Olivier. J'avais à peine 8 ou 9 ans quand le film est arrivé dans mes mains, et honnêtement, j'étais pas vraiment prêt à voir ce que j'allais regarder. C'est avec Creepshow que j'ai découvert le style des films à sketch, et c'est un genre que j'ai adoré tout de suite. J'ai vraiment pas hésité, ça a été juste génial. Quelque temps plus tard, j'accentuerai un tout petit peu le fait d'aimer ce genre de film avec Cat Size, aussi écrit par Stephen King. Mais bien sûr, les petits segments comme ça de films fantastiques, ce sera les contes de la crypte qui me feront mes plus grandes joies de cinéphile. Mais pour le moment, donc, c'est pas des contes de la crypte que je vais vous parler, mais du film qui en est à l'origine. Donc, Creepshow, c'est parti, on y va maintenant tout de suite. Donc le film du jour, Creepshow, est un film à sketch horrifique américain. Il est réalisé par Monsieur George Andrew Romero, qui nous a offert tout au long de sa carrière des pépites du film de genre. Pour ceux qui viendraient de débarquer du fin fond de l'Alaska, c'est cet homme qui a réalisé La Nuit des Morts Vivants en 1968, puis Zombie et Le Jour des Morts, mais également Incident de parcours, La Part des Ténèbres, Deux Yeux Maléfiques, Breather et d'autres films qui compléteront sa saga zombiesque, si je peux dire, comme Land of the Dead, Diary et Survival of the Dead. Pour ce métrage d'anthologie, il faudra au scénario quelqu'un de vraiment qualitatif. Donc, ce sera le grand maître du frisson, à savoir Monsieur Stephen King, écrivain de génie, mais quand même très tourmenté, qui nous a fait flipper avec des romans comme, par exemple, Ça, Misery, La Tour Sombre, Cujo, Minuit, 2 et 4, Dreamcatcher, Le Fléau, j'en passe, et bien d'autres. Donc, deux grandes pointures du genre, je pense que vous allez passer un très bon moment. Le film commence maintenant tout de suite, donc chut, silence. C'est dans une rue devant une maison blanche, pendant les fêtes d'Halloween, que notre métrage prend vie. De l'extérieur, on entend la voix d'un homme qui réprimande quelqu'un. Il se trouve que c'est un père qui s'en prend à son fils pour une raison des plus stupides. L'enfant lit des bandes dessinées d'un genre
peut-être un peu particulier pour son âge, des bandes dessinées d'horreur, ce qui déplaît très fortement au paternel. Il va lui coller une gifle, mon porc, une gifle de forain, et il va jeter son bien très précieux à la poubelle. S'il savait le prix qu'elle vaut cette BD maintenant, il le ferait pas, hein. De retour à la maison, sa femme tente de lui faire comprendre qu'il a été peut-être un peu loin, mais bon, a priori c'est quand même une tête de con le père, il va camper sur ses positions, et il dira que de toute façon c'est son fils qui a tort. Justement à l'étage, le jeune enfant commence à maudire son père, et l'apparition d'un creeper à sa fenêtre va le mettre en joie pour une vengeance bien sentie comme on dit. Mais avant de pouvoir justement se venger de son paternel, nous plongeons au cœur de la propre bande dessinée de l'enfant pour y découvrir les histoires les unes après les autres, segment par segment. Et justement, commençons avec le premier qui s'appelle La Fête des Pères. Alors autour d'un thé et d'un whisky, une famille discute de la fête des pères pour laquelle ils se sont réunis. Alors d'abord, il y a la tante Sylvia qui fume une clope tranquillement. Il y a Richard qui se sert son verre de whisky. Et Cathy, elle qui graille des pâtisseries en compagnie de son mari Henri. Alors ils discutent tous de la tante Bédélia et des soupçons qui planent sur elle. Henri se pose quelques questions, lui il vient tout juste d'arriver dans la famille, donc ils vont lui raconter qu'elle aurait assassiné son père parce que c'était, d'après les dires de Sylvia, son grand-oncle était quand même un bon vieux casse-burne. Alors cela dit, la jeune Bédélia va s'occuper quand même de son père pendant une énorme partie de sa vie. Seul problème c'est qu'elle va tomber amoureuse, et ça va pas vraiment plaire à Papounet. Lors d'une partie de chasse, il va amener son futur gendre, qui va finalement servir de gibier, et quand il va rentrer, il va dire à Bédélia qu'il est mort. Donc Richard va expliquer justement que Bédélia a complètement pété un câble, elle a fracassé la tête de son père avec un cendrier en marbre, qui se trouve justement encore dans les parages, et tout ça, c'est une légende bien évidemment. Arrivant sur le domaine en voiture, et sur les chapeaux de roue en plus, voilà la tantine Zenzem. Elle file, comme tous les ans, le même jour, à la même heure, fêter la fête de son papa. Elle va d'abord se repentir sur sa tombe, sans qu'il y ait une bouteille de whisky, a priori je dirais même que c'est du brandy, tout ça pour lui tenir un peu compagnie. Et après, elle ira faire le repas avec le reste de la famille. Comme ça s'éternise un petit peu, 1 heure plus tard, Henri va fumer sa clope dehors et prendre l'air par la même occasion. Bizarrement, il va être attiré par un lieu, on va dire que les gens théoriquement bien attentionnés ne vont pas aller. Il va vers le cimetière familial. Mais honnêtement, ça c'est pas le genre de lieu où j'irai. Vu comment ça se passe, il commence à faire nuit, il y a du brouillard, la légende, non. Non, franchement, non. Allez-y, je vous laisse. Allez-y. Je laisse ma place. Henri va tomber littéralement au pied de la tombe où se trouvait plutôt Tata Bédélia, et d'ailleurs qui s'y trouve toujours. Bon, elle est un peu moins fraîche que tout à l'heure, mais bon, elle est quand même là. Le pauvre Henri, lui, il finira mal aussi sa journée, parce que bon, avec du marbre en guise de couverture, on va dire qu'il aura plus besoin de paracétamol pour le mal de crâne, et tout ça grâce à une espèce de zombie télékinésique qui a réussi à déplacer à distance le bloc de marbre. Dans la maison, le reste de la famille patiente comme elle peut. Alors, entre clopes, alcool et danse, oh putain, la joie de vivre, ça laisse rêveur. Bon, comme Tati Sylvia, elle commence à avoir les crocs, elle décide d'aller voir ce qui se passe en cuisine et où en est la servante. Bon, parce que bon, Tata Bédélia, elle est bien gentille, mais on va commencer à servir le repas, ça va peut-être venir. Alors, dans une cuisine immaculée de blanc, elle va chercher la gouvernante. Alors, franchement, je sais pas comment elle fait pour cuisiner dans le noir. Ah, d'accord, elle est morte. Hein? Elle est morte. Le zombie qui a réglé les problèmes de maux de tête de Henri, légèrement plus tôt, se met à l'ostéopathie sur la tante Sylvia. Cric-crac, plus de problème de cervicales. Et vu que personne ne se pointe, Richard le soifard et sa sœur, ils vont voir ce que peut bien foutre la tati en cuisine, ça déconne. Ils vont bien évidemment tomber sur le zombie, qui s'avère tout simplement être le papa de tante Bédélia, qui vient se préparer son gâteau de la fête des pères. Le segment s'arrête là, sous les yeux horrifiés du frère et de la sœur, qui contemplent la tête de tata Sylvia, ornée de bougies. Ah, il est sympa le gâteau quand même. Bon, donc la BD se termine comme ça. Enfin, ce segment-là de BD se termine comme ça. Il en reste encore quelques-uns, donc on continue. Pour le second segment, qui s'appelle La mort solitaire de Jordi Viril, nous démarrons de nuit devant une ferme où une boule de feu traverse le ciel et vient s'écraser non loin du fermier justement qui est dehors. Ce dernier s'empresse d'aller voir ce qui vient de tomber du ciel et ce bon fermier, qui porte le nom de Jordi Viril, n'est pas l'être le plus développé mentalement, parce que l'idée de toucher un météore avec ses doigts nus et de les porter justement ses doigts nus à la bouche, c'est pas l'idée la plus éclairée qu'il ait pu avoir. Mais bon, perdu dans ses pensées,
Jordi se voit déjà riche en apportant l'objet tombé à l'Institut des météores. Pour le transporter, il va décider de le refroidir avec de l'eau, mais le contact de l'eau avec le météore va le faire s'ouvrir en deux. Bon, ben tant pis. Jordi va quand même le ramener chez lui en attendant de savoir ce qu'il va en faire. Parce que bien évidemment, il s'imagine que l'Institut des météores va pas le payer spécialement pour un truc cassé en deux. De retour sur son fauteuil, il va se caler devant la télé, sans s'apercevoir que quelque chose commence à envahir son terrain, et même ses doigts. Il s'imagine déjà devenir une créature de laboratoire. Ce qui l'empêche bien évidemment d'appeler les secours. Mais au bout de quelques heures seulement, l'extérieur de la maison se retrouve totalement envahi de mousse verte. Un peu comme le corps du pauvre fermier, ce qui le démange. Ça pousse même sur les vêtements. Le pauvre Jordi Verrill se rend compte que son corps se couvre de plus en plus de ce parasite très envahissant. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, la mousse verte se développe. Cela prend des proportions qui ont atteint ce qu'on peut appeler le point de non-retour. Le jeune fermier dépité perd toute notion de lucidité. Et à cause des démangeaisons, bien évidemment, il décide de prendre un bain, ce qui nous laisse voir l'étendue de la contamination sur l'ensemble de son torse. Les heures ont passé et le contenu du météore a complètement envahi les extérieurs de la maison, mais également l'intérieur. Jordi est recouvert complètement lui aussi de cette mousse verte. Oh, dire le bonhomme, c'est Hélène. Le fermier sait qu'il ne lui reste plus qu'une seule solution pour ne plus souffrir. Il empoigne tant bien que mal son fusil de chasse et se tire une balle en pleine tête. Le calme règne désormais au sein de la ferme des Verrill, mais le parasite, lui, continue sa prolifération peu à peu vers les villes les plus proches. C'est comme ça que se termine le segment. Nous allons attaquer le troisième qui s'appelle « Un truc pour se marrer ». Et vous allez voir, vous allez retrouver quand même pas mal de têtes connues dans celui-là aussi. Un homme en peignoir se réveille brusquement de son canapé lorsque quelqu'un frappe à sa porte. « Eh, mais c'est le lieutenant Drebin !»« Y a-t-il un flic ?» ?»« Trop fort. J'adore. » Bon, je me calme, je reprends le cours de mon film. Donc Frank Drebin, non, là il s'appelle Richard. Richard. Il vient parlementer avec Harry, qui n'est autre que l'amant de sa femme Rebecca. Richard entre et explique qu'il est au courant de tout pour les deux tourtereaux. Il dépose un magnétophone en marche pour que Harry entende la voix de Rebecca qui le supplie de venir l'aider. Car en fait, Richard, son mari, veut d'après les supplications éliminer sa femme. Je t'en supplie, Harry, viens vite. Pas le choix, Harry est contraint de suivre Frank Drebin. Non, franchement, j'y arrive pas. Pour moi, avec la tête qu'il a, ce sera toujours le lieutenant Frank Drebin dans n'importe quel film qu'il joue. Désolé. Donc les deux hommes se rendent à la plage, non loin de là, en 4x4. Richard explique à l'amant de sa femme qu'il va devoir creuser un trou pour savoir où se trouve Rebecca. Bon, il n'est pas chaud patate, mais il le fait. Sous la menace d'une arme, Harry se met en mode René Lataupe. Il creuse jusqu'à bonne profondeur. Et c'est à ce moment-là que le mari cocu l'oblige à s'ensevelir jusqu'à la tête. Le temps d'aller chercher sa voiture, Richard installe, avec un générateur, une télé et un magnétoscope. Il l'allume et Rebecca apparaît alors sur la télé. Elle ne se trouve pas si loin que ça de Harry, et pourtant elle est dans le même piège que lui. Seulement la marée de son côté commence à monter, la noyade approche. Bon, tout comme le pauvre amant, ils vont devoir lutter pour leur vie. Rebecca est exténuée, mais elle continue malgré tout à se battre, sous les yeux de Harry qui va devoir lui aussi lutter pour sa survie. Parce qu'à un moment donné, s'il veut aller la sauver, il va falloir qu'il arrive à se sortir du sable. Donc de retour à son domicile, Richard regarde le spectacle de ses deux victimes avec une douce délectation. Il prend un immense plaisir à voir les deux amants souffrir pour leur vie. C'est vraiment à ce moment-là que Harry maudit Richard et qu'il lui promet qu'il y aura de la vengeance dans l'air. L'eau submerge désormais complètement l'amant maudit et dans un dernier sursaut de vie, il est entouré d'une aura rouge. Alors là, à mon avis, il y a deux options. Soit Harry connaît le Kaioken, celui-là, soit en fait c'est un Saiyan God, celui-là. Faites votre choix. Quelques heures plus tard, une fois la marée redescendue, le mari cocu vient récupérer la télé et tout son attirail. Bon, c'est un assassin, mais un assassin écolo. Il laisse pas traîner ses jouets, c'est bien. La nuit tombe et le bourreau rentre chez lui, se boit un verre en regardant un film. Pourtant, il n'est pas vraiment tranquille, il se sent observé. Et après avoir jeté un coup d'œil dehors par la véranda, puis également sur les caméras de surveillance, il décide de se prendre une douche tranquillement. Cependant, la porte de la maison s'ouvre et une légère brume envahit les pièces. Des ombres glissent le long des murs dans un silence le plus total. Richard sort de la douche, rejette un œil sur les écrans de contrôle, toujours rien.
et il s'empresse de prendre son pistolet. Il menace en l'air les intrus qu'il pourrait y avoir, et il s'approche de la porte de sa chambre. Tout en l'ouvrant, il va tomber nez à nez avec les zombies de Rebecca et de Harry, qui crient vengeance. Plusieurs balles sont tirées, et rien ne les arrête. Ils vont prendre Richard, qui recevra la même peine qu'il a infligée aux 2 amants défunts, en étant enterré sur la plage. Avec ce fou rire-là, Richard sera mort de rire. Passons maintenant au 4e segment qui s'appelle la caisse. Il nous amène dans les couloirs d'une université. C'est en fouillant ses poches que l'agent d'entretien va faire tomber une pièce qui va rouler sous l'escalier. Il découvrira une caisse en bois qui y est cachée, aux yeux de tous finalement. Dans le même temps, lors d'une réception, nous faisons la connaissance du professeur Henry Northup et de sa femme Wilma. Elle est ce qu'on pourrait qualifier de sans filtre, voire vulgaire. Mais franchement, vraiment vulgaire. Ce qui met assez mal à l'aise Henry et son meilleur ami de toujours, le professeur Stanley Dexter. Lors d'un appel téléphonique de l'homme d'entretien, justement à monsieur Dexter, le technicien de surface voudrait le prévenir de sa découverte sous l'escalier, ce qui va agiter la curiosité du professeur, surtout que la caisse stipule qu'elle provient d'une expédition polaire faite en 1834. Elle n'est pas toute jeune, donc ni une ni deux, Stanley prend sa voiture et va constater le contenu de la caisse. Arrivé devant l'étrange boîte, et la grille enlevée bien sûr, les 2 hommes font face à une caisse de fort beau gabarit, fermée par des chaînes et des cadenas. Ils arrivent tant bien que mal à déplacer la lourde trouvaille dans une salle de cours juste à côté. Retour à la réception où Henry s'imagine une fois de plus étrangler sa femme qui ne cesse de l'humilier pour un oui, pour un non, sous les yeux ravis de tous les convives. Donc retour à l'université. Les cadenas ont cédé et le professeur s'apprête enfin à ouvrir le trésor poussiéreux. C'est alors qu'un léger gloussement se fait entendre. Le gardien pense y voir des pierres précieuses et il s'empresse de glisser le bras. Mais sa cupidité lui sera fatale. La caisse s'ouvre. Un monstre apparaît qui attrape le reste du gardien sous les yeux terrifiés de Stanley. Le sang gicle, pris de panique. Alors là, je vois vraiment pas pourquoi. Honnêtement, ça arrive tous les jours. Le professeur attrape un collègue qui passe par là pour lui demander de l'aide, mais ce dernier le prend vraiment pour un illuminé. Bon, cependant, dans le même temps, le monstre quitte la scène de crime pour se repositionner sous l'escalier. Donc Charlie, justement, le collègue que Stanley a interpellé, se la joue un peu Miss Marple en récupérant la chaussure ensanglantée pour analyser la morsure et voir de quel animal ça provient. Il doit bien se rendre à l'évidence, avec tout le sang qu'il y a partout, il y a bien quelque chose qui s'est passé. Mais comme d'habitude, la curiosité prend le pas sur la sécurité, et le monstre surgit pour faire passer de vie à trépas le pauvre Charlie. Une fois de plus, sous les yeux du professeur qui finalement s'enfuit pour aller prévenir son ami Henry. Techniquement, je me demande si Stanley porterait pas la poisse. Parce que ça fait déjà 2 morts, juste lui, il a rien eu. Donc Stanley est complètement sous le choc. Alors il fait face à son ami en lui tenant des propos totalement incohérents. Et bon, peu à peu, il va arriver à se calmer. Henry décide de lui donner un dernier verre d'alcool avec un peu de sédatif pour qu'il puisse se calmer, dormir et que justement lui-même puisse aller voir de quoi il en retourne. Donc arrivé sur les lieux, le professeur constate les traces de sang et il décide de voir de ses propres yeux ce qui se cache sous l'escalier. Il va également faire en sorte que toutes les traces de sang soient nettoyées pour ne pas que son ami ait des problèmes. La tendre et douce Wilma va revenir au domicile en gueulant comme d'habitude après son mari, mais elle va constater que la maison est vide et que Henry lui a laissé un message en lui indiquant qu'il se rendait à l'université pour aider Stanley, qui en fait se serait mis vraiment dans la merde à cause d'une charmante fille qui aurait en fait pété les plombs et il y aurait du sang partout. Ce qui réjouit la douce et gentille Wilma et qui va finalement prendre sa bagnole pour aller rejoindre son mari, et histoire aussi de profiter un peu de la situation. Seulement, Henry, c'est quelqu'un de très efficace. Il a tout rendu extrêmement propre. Et le fait de ne rien trouver à critiquer met Wilma dans une colère qui va faire péter les plombs à ce pauvre Henry. Il va lui expliquer la situation, la découverte de la caisse, le soi-disant monstre, le sang, mais elle ne veut rien entendre. Bon ben alors, foutu pour foutu, il va profiter de cette situation pour pousser sa femme sous l'escalier. Et évidemment, le monstre ne va pas se montrer cette fois-ci. Oh le con! Même le monstre, il en veut pas. Les monstres ont bien changé, ma pauvre dame. Wilma, qui commence à s'en prendre une fois de plus à son mari, hurle de plus en plus fort. Là, par contre, les hurlements de la jeune femme réveillent le monstre qui était juste en train de digérer ce qu'il avait bouffé juste avant. Il va se jeter sur elle et finir par la faire taire définitivement, devant son mari qui finalement ne prend pas si mal la chose. Bon après, chiante comme elle était chiante, on le comprend. Une fois repu, le monstre repart dans sa caisse. C'est à ce moment que Henry en profite pour reboucler avec chaîne et cadenas, histoire qu'il n'y ait plus
du tout de problème. Henry va prendre la caisse, l'amener jusqu'à sa voiture pour aller la jeter dans une réserve d'eau d'une ancienne sablière. La chose faite, de retour au petit matin à son domicile, Henry rejoint Stanley. Il lui explique qu'il a fait le nécessaire et que désormais, ils doivent être autant l'un que l'autre discrets sur les quand même les 3 disparitions, faut pas déconner. Alors tout en jouant aux échecs, ils se mettent d'accord pour ne plus jamais parler de cet événement. Mais jusqu'à quand? Car la créature arrive néanmoins à s'échapper de sa prison de bois. Est-ce qu'il y aura vengeance? Est-ce qu'il n'y aura pas vengeance? Très bonne question. On attaque le dernier segment, qui s'appelle « Ça grouille de partout ». Yes. Nous voilà dans un appartement tout de blanc immaculé. Hudson Pratt, l'occupant, est obnubilé par la propreté. Il lutte contre les germes et l'éradication de tout ce qui pourrait être des cancrelats. Pratt, c'est un homme d'affaires. Dans le genre de Scrooge, il aime menacer et profiter de ses employés en les terrifiant. Et pendant qu'il discute avec un de ses subalternes au téléphone, les cafards commencent à pulluler dans son appartement. Le vieil homme en extermine un, puis 2, puis 3, puis plusieurs. Les insectes émergent peu à peu de partout. Cette invasion exaspère Pratt. Il en trouve partout, jusque dans sa nourriture. De colère, il appelle le gardien et le somme de contacter en urgence un désinsectiseur. Alors fais gaffe qui c'est que tu vas appeler parce que dans Men in Black, ça réussit pas tout le monde les désinsectiseurs. Et soudain, c'est la panne d'électricité. Les cafards envahissent complètement l'appartement. Des milliers d'insectes grouillent dans toutes les pièces. Le vieil homme est submergé. Et malgré son appel à la police, on va dire pas des plus tendres, Hudson Pratt devra faire face seul à son invasion. Il va s'enfermer dans une panic room qu'il a fait construire dans l'appartement, le temps que la situation s'apaise et se règle. Mais à peine enfermé dans la pièce, Pratt trouve que son matelas bouge légèrement. Il va soulever le drap, et là, grouillent des centaines de cafards. Ils vont se jeter sur lui, ce qui va lui provoquer, au final, une crise cardiaque foudroyante. Cauchemar ou réalité? L'électricité revient, il n'y a plus rien dans l'appartement qui ferait penser qu'il y a eu des cancrelats quelques heures plus tôt. Cependant, avec un petit zoom de la caméra sur le corps du vieux monsieur qui est allongé sur son lit, les vêtements commencent à bouger. Et puis d'un coup, ce sont des milliers de cafards qui sortiront de son corps pour le recouvrir et finalement le dévorer. C'est ainsi que se clôture le dernier segment. Nous allons voir comment se termine l'aventure du jeune Billy. Au petit matin, les éboueurs collectent les poubelles et l'un d'eux, « Eh mais c'est Tom Savini, le grand Tom Savini !» Je disais donc, l'un des deux trouve la bande dessinée du jeune Billy, celle que son père a jetée aux ordures la veille. Il constate, en feuilletant les pages, qu'il manque le coupon pour commander une poupée vaudou. Retour à la maison, où le père de Billy est en train de prendre son café avec sa femme, quand soudain, il est pris de violentes douleurs, qui sont directement liées aux aiguilles que plante Billy dans la poupée qu'il a commandée. Et c'est sous les yeux du creeper que le métrage prend fin. Alors oui, effectivement, le métrage prend fin comme ça. C'était génial, mais pas que. C'était une vraie immersion dans un univers bien creepy, que j'ai vraiment adoré à mon âge. Les sketchs vont s'enchaîner les uns après les autres autour d'un axe central. L'histoire de cet enfant qui est, on va dire, rabroué par son père pour avoir lu une bande dessinée. Et le style de la bande dessinée qui prend vie pour nous raconter une histoire et nous faire peur, c'est juste une idée géniale. Je me rappelle qu'à l'époque, la BD était en vente et j'aurais tout fait pour la voir. Bon, il a fallu que j'attende quelques années pour pouvoir la regarder. Bon, alors je vais évoquer un petit peu le casting, qui est quand même assez conséquent sur tous les segments. Pour le fil rouge du jeune Billy, celui-ci est joué par Joe King, qui n'est autre que le second fils de Stephen King. Regardez, entre le père et le fils. Ils se ressemblent quand même. Ce sera son seul rôle au cinéma, car il est devenu, tout comme son papa, un écrivain très prolifique. Justement, le papa de Billy, Tom Atkins, sa tête, elle est ultra connue dans les films des années 80. Alors il a joué dans Halloween 3, Maniac Cop, L'Arme Fatale, New York 97, pour n'en citer que quelques-uns. C'était ce qu'on appelle un acteur de série B qui était toujours là quand il fallait. Dans le premier segment, celui de la fête des pères, on retrouve l'acteur Ed Harris, qu'on a pu voir dans le Truman Show, dans The Rock, dans le Bazar de l'épouvante, tiens, de Stephen King, mais aussi dans Apollo 13, dans L'étoffe des héros, entre autres, parce qu'il a une carrière bien remplie lui aussi. Dans le second segment, La mort solitaire de Jordi Verrill, il y a bien sûr Monsieur Stephen King, que je ne vais pas vous représenter encore une fois, mais qui nous livre cette fois-ci une très très belle prestation. Dans le troisième segment, un truc pour se marrer, on retrouve Ted Danson, que j'ai découvert dans la série Cheers, mais aussi dans Made in America aux côtés de Whoopi Goldberg. Puis, il prendra la place à la suite de Gil Grissom dans Les Experts Las Vegas,
Mais il ne sera pas du tout le seul acteur de ce segment. On y retrouve Monsieur Leslie Nielsen, le fameux lieutenant Frank Drebin de la saga des Yati. Mais ce n'est pas tout. Il a également joué dans un épisode de Columbo, dans Planète Interdite, dans L'aventure du Poséidon, dans Scary Movie 3 et 4, il fait le président des États-Unis, si vous ne rappelez pas, dans Le bal de l'horreur, dans Le shérif au point nu, bref, il a une carrière énorme. Mais comme je vous le disais, pour moi, il restera le lieutenant Frank Drebin. D'accord. Bonne chance. Oh. La flotte est par là, vieux. Citer tous les rôles de Leslie Nielsen, ça me prendrait trop de temps. Car il a incarné plus de 220 rôles entre le cinéma et la télé. C'est énorme. Dans la 4e histoire de Creepshow, je retrouve Adrienne Barbeau, que j'ai adoré dans New York 97 et dans Fog. Il y a également Harold Holbrook, qui fut lui aussi dans Fog, et aussi dans La Firme, dans Les Hommes du Président, et également dans La Bataille de Midway. Et pour le dernier segment, justement, c'est le regretté Everett Marshall qui campera Hudson Pratt, le grand malade des cafards et de l'hygiène. Alors lui, il a une carrière énorme dans les années 50 et 70. De 12 hommes en colère à Tora Tora Tora, en passant par Superman 2 ou encore Les Pleins Pouvoirs, ce sera un immense acteur avec une carrière immense, tout comme son talent. Creepshow est un film qui a connu un très joli petit succès. Pour un budget de 8 millions de dollars, il en a quand même rapporté 21, ce qui est quand même une très bonne opération pour l'année 1982, date de sortie du film. Comme vous pouvez vous en douter, un film qui fonctionne, il a des suites. Et il y aura 2 suites, quelques années plus tard, Creepshow 2, Creepshow 3. Bon, ces dernières en matière de sketch sont assez inégales et même dans la qualité du film. Mais en 2019, nous aurons la chance d'avoir une série qui verra le jour, baptisée également Creepshow, qui est ce qu'on pourra appeler une série qui se rapproche énormément des contes de la crypte, mais un peu plus creepy quand même. Bref, voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Creepshow. Si vous ne l'avez pas vu, j'espère que je vous aurai donné l'envie de le voir. Si vous l'aviez déjà vu, j'espère que ça vous aura rappelé quelques souvenirs. Parce que honnêtement, c'était un très bon film, que vous l'ayez vu ou pas. Donnez-moi vos commentaires, j'y répondrai bien évidemment à tous. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo avec, on va dire, un alcool frelaté, pas très joyeux. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur X ou sur Twitch. Je suis aussi présent sur Twitch régulièrement. Vous cherchez Sirofan et vous allez me trouver. Et maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller me plonger dans la BD Creepshow, histoire de me refaire un peu la version papier. Vous vous demandez à quoi ça ressemble? Bougez pas, ça ressemble à ça. Voilà la version papier de Creepshow. Voilà les quelques bulles que je pourrais vous transmettre, que j'ai pu vous scanner. En attendant, je vous rappelle que les souvenirs, ils sont dans la tête et dans le cœur. Il ne demande qu'à remonter. Et à dans 15 jours. Bye bye. Où achètes-tu ces torchons? La prochaine fois que je te pince avec des imbécilités de ce genre, je te garantis que les fesses te cuiront pendant une semaine. Rappelle-toi bien ça. Qu'il aille pourrir en enfer. Où est mon gâteau, Bédélia?